Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Lisa Ferricelli, je suis doctorante à l'Université de Bordeaux et aujourd'hui je vais vous présenter les représentations et pratiques du numérique des filles et des garçons de 7 et 10 ans dans le contexte familial. Je réalise ce travail dans le cadre de ma thèse avec Isabelle Collet et Véronique Rouillet, donc c'est un travail qui s'inscrit en sciences de l'éducation et en psychologie du développement. Donc, l'enfant se construit dans différents milieux de vie qui participent au processus de socialisation de genre, ce qui contribue à la reproduction des inégalités entre les sexes. Donc, en effet, le sexe du jeune enfant joue un rôle fondamental dans ses relations avec son entourage social. On sait par exemple que dès sa naissance, les parents socialisent et éduquent leur enfant selon leur sexe à travers des interactions langagières, émotionnelles, les situations ludiques ainsi que les situations d'apprentissage. Dans le milieu scolaire, de nombreuses études ont été faites aussi sur cette problématique. On sait que les savoirs sont sexués, les interactions enseignants-élèves sont imprégnées par le genre et les rôles modèles présentés à l'école sont genrés. De plus, on a dans les objets et supports culturels, on sait que les enfants ont plus tendance à jouer avec des jeux correspondant à leur sexe d'appartenance, que ce soit à cause de l'accès facilité à ce type de jeu, par imitation ou de par leurs interactions avec les adultes. Donc, comme je le disais, l'enfant se construit dans différents milieux de vie et les modèles qui lui sont proposés, que ce soit dans la famille, à l'école ou à travers des supports culturels, sont hétérogènes et peuvent être conflictuels. Donc, ces différents modèles hétérogènes nécessitent que l'enfant s'approprie ces influences pour dépasser les conflits. C'est pourquoi nous parlons de part active de l'enfant, car celui-ci mobilise une activité de signification afin de construire son identité. C'est pour ça que je mobilise le modèle de la socialisation plurielle et active, puisque ça nous permet de penser la complexité des processus de construction identitaire de l'enfant au sein d'une pluralité de relations interpersonnelles, de groupes, de milieux de vie et d'institutions. Et ça nous permet de ne pas réduire la construction de l'individu à juste une acquisition de rôle de sexe. C'est pourquoi il est pertinent d'interroger le point de vue des enfants pour appréhender cette activité de signification. Par rapport au numérique, il est intéressant d'explorer ces différentes dimensions puisque celui-ci est mobilisé dans différents milieux de vie de l'enfant, que ce soit scolaire, familial ou à travers les objets et supports culturels. Et finalement, est-ce que les filles et les garçons vivent des expériences du numérique? D'après la littérature, oui. Puisqu'on a des activités différentes selon le sexe des enfants. Donc les filles vont avoir des sphères de pratique plutôt tournées vers le lien et la communication et les garçons plutôt vers les écrans, donc notamment les jeux vidéo. On a Dajé Seroukous qui a expliqué que dans les fratries de différents sexes, ceux-ci vont se différencier en ne jouant pas aux jeux numériques de filles ou de garçons. On a aussi la régulation parentale qui est différente selon le sexe de l'enfant par rapport au numérique. Donc Metton Gaillan a expliqué que les filles utilisent les mères sont plus restrictives avec les filles, en particulier pour les jeux multijoueurs en ligne. Les pères sont plus présents dans l'accompagnement de pratiques masculinisées comme les jeux vidéo ou l'utilisation de l'ordinateur et ils ont un niveau de contrôle plus élevé sur leurs filles. Donc nous ne nous attarderons pas sur le milieu scolaire aujourd'hui, mais les filles et les garçons ne vivent pas non plus les mêmes expériences du numérique à l'école. Et concernant les objets et supports culturels, alors je ne sais pas si vous voyez très bien ici, parce que je pense que l'ampoule est un peu fatiguée. Vous avez un exemple du site jeux.fr, donc c'est un site de mini-jeux en ligne où peuvent aller facilement les enfants sur Internet. Et ici, nous avons la catégorie jeux de filles. Alors, je vous invite à regarder un petit peu les catégories liées. Donc, on a jeux de maquillage, de gâteaux, de bébés, de babysitting, d'habillage, de coiffure, de nettoyage aussi. Et déjà, on peut voir qu'on a des modèles de rôle de sexe extrêmement stéréotypés, et quelques injonctions à la beauté, comme là, on voit que le deuxième jeu, c'est un jeu littéralement de chirurgie esthétique. Ce qui m'embête le plus dans tout ça, c'est le nom de cette catégorie, donc jeux de filles, qui sous-tend que tout le reste sont finalement des jeux de garçons, donc les jeux de puzzle, les jeux multijoueurs, les jeux d'action, etc. Donc on voit que les filles et les garçons ne vivent pas les mêmes expériences du numérique, mais comme nous l'avons expliqué précédemment, les différents modèles qui leur sont présentés sont hétérogènes et conflictuels. Donc,
pour étudier ces différentes influences et le point de vue des enfants, je me suis intéressée à la construction de leur rapport au numérique dans le cadre de mon travail de thèse. Donc, comme je le disais, le numérique apparaît dans les différents milieux de vie de l'enfant, mais il n'est pas forcément mobilisé de la même façon. Donc, pour l'étudier, j'ai identifié différentes dimensions. Tout d'abord, l'environnement physique de l'enfant. Donc, les outils auxquels il va avoir accès et la présence tout simplement de ces outils, que ce soit à la maison ou à l'école. Les expériences vécues avec le numérique, donc ses utilisations, les utilisations de sa famille et les utilisations faites à l'école. Son intérêt pour le numérique et ses préférences, son sentiment d'efficacité personnelle, qu'on n'abordera pas trop aujourd'hui, et ses représentations du numérique et des utilisateurs, utilisatrices. Donc toutes ces dimensions sont marquées par la question du genre, et celles-ci s'entremêlent et s'influencent. Donc, dans le cadre de mon travail et de cette étude, nous allons étudier le rapport au numérique des enfants de 7 à 10 ans et interroger les expériences de socialisation sur lesquels s'appuient les enfants pour construire leur représentation du numérique. Alors, pour cela, 2 écoles ont été mobilisées dans cette recherche, donc de Gironde, une école rurale et une école urbaine en réseau d'éducation prioritaire renforcé. 69 enfants de 7 à 10 ans ont participé à l'étude. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à 12 enfants de 7 ans, donc 5 garçons et 7 filles, et 12 enfants de 10 ans, 6 filles et 6 garçons. J'ai mené des entretiens semi-directifs sur le contexte familial en explorant les différentes dimensions du rapport au numérique. Et aujourd'hui, je vais vous parler des utilisations de l'enfant, des préférences d'outils et d'activités, des représentations du numérique et des utilisateurs et utilisatrices des enfants. Donc, pour mener ces entretiens, j'ai construit une maison Playmobil et je l'ai utilisée comme support de parole pour l'enfant. Donc il était invité à adapter la maison pour ressembler au lieu dans lequel il vit. Et il plaçait les personnages qui représentaient les personnes avec qui il vit et les outils électroniques qui sont chez lui. Donc aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les premiers résultats de cette recherche, donc sur les pratiques numériques des enfants de 7 et 10 ans, leurs préférences et leur représentation des usages et des utilisateurs et utilisatrices en interrogeant leur point de vue dans le contexte familial. Alors, tout d'abord, l'utilisation des outils numériques. Donc vous avez en orange les filles envers les garçons, les plus petits personnages représentent des enfants de 7 ans, donc de CE1, et les plus grands de 10 ans, donc de CM2. Alors ce qu'on peut voir tout d'abord, c'est que c'est l'ordinateur, donc en haut, et le téléphone qui sont le plus utilisés par ces enfants. Si on regarde les différences d'utilisation entre les âges ou entre filles et garçons, il n'y en a pas tellement. On a à peu près les mêmes résultats partout. Et comme c'est tiré du discours des enfants, je n'ai pas d'indication de réel temps d'utilisation. Ce qu'on peut voir aussi, blablabla, où j'en suis. Oui, on a 8 enfants sur 15 qui utilisent la console qui possèdent cet outil. C'est l'outil d'ailleurs le plus utilisé, le plus possédé chez les enfants de 7 ans. Et une des rares différences, c'est le téléphone portable qui est possédé par 5 enfants de 10 ans contre 2 enfants de 7 ans. Mais que font-ils sur ces objets? Alors, tout d'abord l'ordinateur. Donc, ce sont les activités les plus évoquées par les enfants. On voit tout d'abord que le traitement de texte est assez mobilisé sur l'ordinateur. Pour les enfants de 7 ans, c'est plutôt présenté comme une acquisition de compétences, alors que les enfants de 10 ans, c'est pour eux simplement une autre manière d'écrire. On a les jeux vidéo qui sont présents que dans le discours des garçons et qui sont peu finalement présents chez les CM2, alors que je m'attendais à ce qu'ils soient un peu plus présents sur l'ordinateur puisque ça requiert quand même une certaine maîtrise. On a aussi les recherches Internet qui commencent à apparaître un peu plus chez les CM2. On a aussi une recherche plus libre, notamment sur le téléphone portable chez les CM2. Sur la tablette, on peut voir qu'elle est mobilisée principalement pour du jeu, surtout chez les CE1, un petit peu moins chez les CM2. Et pour le téléphone, on a encore une fois beaucoup de jeux, même si le téléphone est quand même
moins utilisé dans les discours. On ressentait que les CE1 l'utilisent plutôt, vont emprunter celui de leurs parents, et ça va être plutôt dans des moments d'attente et pas forcément au quotidien. Et on a la catégorie réseaux sociaux qui va apparaître dans le discours des enfants de 10 ans, donc avec Snapchat et TikTok notamment. Donc, majoritairement, on voit que les différents outils numériques sont utilisés dans un cadre ludique, en tout cas dans le discours des enfants, c'est ce qui est ressenti. Et donc, qui joue à quoi ? En haut, vous avez des jeux avec des thématiques considérées comme féminines, et en bas avec des thématiques stéréotypées plutôt masculines. Alors on voit que les petites filles de 7 ans jouent à plein de jeux différents, que ce soit des thématiques considérées comme féminines ou masculines. Les garçons de 7 ans jouent plutôt à des thématiques considérées comme masculines. Les filles de 10 ans jouent à un peu de tout, encore une fois, un petit peu moins sur les thématiques féminines. Et les garçons de 10 ans jouent seulement sur des thématiques masculines. Donc, qu'est-ce qu'on retient ici? C'est que les filles vont s'autoriser à aller vers des thématiques féminines et masculines, alors que les garçons, pas du tout. On voit aussi que les jeux de Battle Royale et de combat ne sont juste pas mobilisés par les filles de 7 ans, mais par contre par toutes les autres catégories. Et on voit aussi que les jeux de course de voiture sont mobilisés par les filles et les garçons, quel que soit leur âge. Concernant les jeux plus mixtes, donc on a par exemple Minecraft ou Roblox, qui il y a quelques années auraient pu être classés masculines, mais ça ne transparaît pas du tout dans le discours des enfants. Et dans les statistiques actuelles, on a plus de 40% d'utilisatrices. On a énormément d'enfants qui jouent à ces jeux, que ce soit des filles et des garçons. Concernant leurs préférences d'activité. Alors, tout d'abord, chez les enfants de 7 ans, on peut voir que, donc en orange, les résultats des filles, et en vert, ceux des garçons, on peut voir qu'il y a deux catégories. Donc, les filles vont préférer les visionnages de dessins animés, des jeux casual, c'est les jeux que je vous ai présentés tout à l'heure sur Internet, des jeux pédagogiques ou des jeux de simulation, alors que les petits garçons de 7 ans vont se focaliser sur des jeux de sport et des jeux de vidéo d'action et de plateforme. D'ailleurs, ces jeux de simulation, on le retrouve ce même résultat chez les filles de 10 ans, mais pas du tout chez les garçons. Et on peut voir que les CM2 ont quand même des résultats plus variés, et ils sont presque tous sur les jeux vidéo d'action, donc filles et garçons. Et je vais vous présenter ici leurs justifications de pourquoi finalement c'est ce jeu qu'ils préfèrent. Et donc là on voit que les justifications peuvent se regrouper. On a des CE1 qui vont parler plutôt des caractéristiques du jeu. Donc par exemple Eulalie qui dit qu'elle aime bien tous les jeux énergiques. On a des nouvelles justifications qui apparaissent dans le discours des CM2, comme l'aspect esprit de compétition avec Pablo. Donc j'aime bien le système, il faut gagner en compétition. Isan qui explique qu'il fait ce jeu avec des copains, donc un aspect de communauté. Ou encore Amélia, donc tous les 3-10 ans, qui dit que ça va débloquer ses capacités. On voit que ces trois arguments mettent en avant finalement à quoi servent les jeux vidéo plus grands. C'est ce qui est mobilisé chez des adolescents quand ils vont dire pourquoi on aime les jeux vidéo. Donc communauté, compétition et le fait d'améliorer ses propres compétences. On a aussi Clara qui nous parle de renforcer le lien avec sa sœur. Donc c'est l'aspect communication qui apparaît et on peut faire le lien avec les réseaux sociaux dont je parlais précédemment. Et enfin on a Mathis, donc on a des enfants de CE1 et quelques filles de CM2 qui nous parlent de ce lien avec le réel. Donc comme j'adore le foot et que tu peux marquer des buts, il aime bien jouer à FIFA. Concernant leurs outils numériques préférés, alors on peut voir tout d'abord que c'est chez les enfants de 7 ans, la tablette est seulement préférée par des filles. La console est seulement préférée par des garçons, que ce soit en 7 ou 10 ans. Et le téléphone est plus préféré chez les enfants de 10 ans, que ce soit parce qu'ils le possèdent déjà ou parce qu'ils se projettent dans le fait de le posséder bientôt. Alors, par rapport à leur justification,
on se rend compte que les seules grosses différences, c'est le fait de rejeter certains outils. Donc je vous ai mis Kemsa ici qui nous explique que je sais bien l'utiliser, donc en parlant de la tablette, c'est pas l'ordinateur. L'ordinateur, c'est quand même plus dur à utiliser pour moi. Et le téléphone, tout le temps, je me trompe de code. Donc ce rejet de certains outils qui justifie sa préférence pour les autres, elle apparaît dans le discours de trois filles de 7 ans. Concernant les représentations genrées. Donc, j'ai demandé aux enfants, est-ce que tu penses que c'est plutôt les filles ou les garçons qui utilisent le plus les objets électroniques ou il n'y a pas de différence? Alors, qu'est-ce qu'on voit? Hop. Tout d'abord, c'est que les deux réponses le plus dites par les enfants, c'est soit il n'y a pas de différence, soit les garçons. Alors, le problème de la réponse les garçons, c'est comme on le voit dans le discours de Clara, qui nous parle de sa cousine qui se fait critiquer parce qu'elle joue aux jeux vidéo et elle nous explique « j'ai pas envie d'avoir pareil parce que c'est une fille et que normalement les filles ça joue pas aux jeux vidéo ». C'est là qu'on voit que les représentations peuvent finalement influer sur leur pratique. Et on voit énormément de pas de différence donc chez les filles et garçons de 10 ans et chez les petites filles de 3 ans, n'importe quoi, de 7 ans. Et on va se demander finalement à quoi font-ils référence pour justifier leur réponse, donc qui est-ce qui utilise le plus? Alors les enfants de 7 ans justifient le plus par leur famille et par leur pratique personnelle, alors que les enfants de 10 ans vont se référer plutôt à leur père pour expliquer qui utilise le plus. Hop. Ensuite, je leur ai demandé, est-ce qu'ils pensent qu'il y a des activités différentes entre les filles et les garçons? Alors, au premier abord, on peut voir des représentations genrées des outils et des activités dans le discours des enfants. Donc elles sont plus sur un téléphone, nous on est plus sur les consoles. Les filles, elles envoient des messages, elles s'appellent, alors que les garçons, ils jouent à des jeux vidéo et tout. Chez les enfants de 10 ans, on peut voir aussi des thématiques qui apparaissent, donc des jeux pour filles, comme l'esthétique ou des jeux de princesses. Et des thématiques plus masculines, comme la course de voiture ou la guerre, qui reviennent beaucoup. Donc ça, c'est ce qu'on voit au premier abord, il y a des représentations genrées. Néanmoins, quand on s'intéresse un peu plus à ce qu'ils nous disent, quand on leur demande pourquoi est-ce qu'ils pensent ça, mais on voit un discours général, donc, qui est empreint de représentation genrée, et qui ne corrobore pas avec leur vécu, puisqu'on a par exemple Alexiane qui dit « il y a certaines filles qui n'aiment pas trop les trucs de voiture, mais finalement, elle aime bien parce qu'elle y joue avec son frère. » Ou encore Léna qui nous explique que il n'y a pas vraiment, elle joue à un jeu où il n'y a sûrement pas beaucoup de garçons dessus parce que le jeu a été fait comme ça. Donc on a l'idée de concepteurs ou des conceptrices qui sont derrière. Même si elle nuance à la fin en disant « il joue à ce qu'il veut ». Et effectivement, cette nuance, on la retrouve dans plusieurs discours, donc notamment chez les enfants de 10 ans. Je connais des filles qui jouent à Fortnite alors qu'il y en a qui disent que Fortnite c'est pour les garçons. Et finalement, lui, il dit que Fortnite, c'est pour tout le monde. Ou encore Hélène, 7 ans, qui nous explique qu'il y a plus de garçons ou de filles qui jouent, mais ça ne veut pas dire que c'est plus pour eux ou pour les filles. Finalement, qu'est-ce que ces résultats nous apprennent sur le rapport au numérique des filles et des garçons de 7 ans? Alors, tout d'abord, par rapport à l'environnement physique, on se doute qu'il y a une médiation parentale derrière, que ce soit par rapport à l'accès. Et cette médiation peut dépendre du rapport au numérique des parents. Et du coup, ça va être pertinent de les explorer. C'est ce que je fais. Je fais passer des questionnaires dont je n'ai pas encore analysé les résultats, mais je vais pouvoir les mettre en lien avec le discours des enfants sur cet environnement physique. Et cette médiation, forcément, conditionne les utilisations des enfants. Et donc là, ce qui transparaît dans le discours des enfants, c'est que, effectivement, ce sont des utilisations ludiques du numérique, pratiquement pour tous les enfants. Ce qui peut poser question par rapport au passage aux compétences scolaires présentées par l'école. Ensuite, on sait que dès l'école maternelle, les enfants préfèrent les jeux conformes à leur sexe, mais pas que, puisque les enfants apprécient et jouent à des jouets qu'ils identifient comme étant pour l'autre groupe de sexe, notamment les filles, comme on l'a vu ici, avec des thèmes de jeux dits masculins qui sont investis par les filles et les garçons, et pas forcément le contraire.
On peut aussi faire l'hypothèse que l'univers masculin est souvent plus valorisé dans la société, mais aussi que ces jeux sont souvent plus intéressants de par leur difficulté, leur variété et les actions multiples et variées qu'on peut faire comparé aux jeux de filles présentés tout à l'heure sur Internet. Alors, concernant leur intérêt et préférences, on a pu voir que les ordinateurs, même s'ils sont utilisés par presque tous les enfants, ils sont peu dans les préférences des enfants. On peut faire le lien avec le rapport au travail qui a été amené suite au Covid, avec énormément de parents qui travaillaient à la maison sur l'ordinateur, mais aussi on peut faire le lien avec l'école, puisque ce sont généralement soit des ordinateurs, soit des tablettes qui sont utilisées à l'école. Donc peut-être que l'ordinateur est plus relié à des compétences scolaires et non pas au ludique. L'outil préféré des filles et le téléphone, et dans ce groupe, et celui des garçons, c'est les consoles. Alors, le téléphone, ça fait écho à la communication, et la console, plutôt à une pratique intensive des jeux vidéo. Donc finalement, on retombe sur les résultats de Jouet, Pasquier et quelqu'un d'autre dont j'ai oublié le nom, qui expliquait que les pratiques des filles, les sphères de pratique, étaient plutôt vers la communication, et celles des garçons vers les pratiques plus intenses comme le jeu vidéo. Concernant les représentations, donc on a pu voir qu'il y a un discours général qui se différencie du vécu, et c'est là que se pose la question du rôle de la chercheuse là-dedans, puisque finalement, en posant cette question, est-ce qu'on mènerait pas l'enfant à nous donner un discours général empreint de stéréotypes ? Finalement, ces représentations qui apparaissent dans le discours des enfants ne sont pas similaires à la réalité, puisqu'on voit des pratiques très variées, que ce soit chez les filles comme chez les garçons, notamment des jeux vidéo, même si le discours de certaines filles laisse transparaître que ces représentations pourraient avoir une influence sur leur pratique. C'est pourquoi c'est particulièrement intéressant d'aller voir leur justification pour comprendre comment ces représentations se construisent et comment ces enfants arrivent à nuancer les stéréotypes auxquels ils semblent tout d'abord confrontés. Donc une des similitudes dans la construction de leur rapport au numérique, c'est finalement le fait qu'ils basent leur représentation sur leur famille et leurs propres pratiques, et pour les enfants de 10 ans, plutôt sur leur père. Donc ces résultats ne diffèrent pas des autres études quant aux représentations, donc que ce soit par rapport aux représentations, aux thématiques de jeu, et ces problématiques sont transversales et sont loin de s'appliquer seulement au numérique. Néanmoins, l'étude du point de vue des enfants permet de mieux entrevoir la diversité et l'hétérogénéité de leur rapport au numérique et les variations intra- et interindividuelles. Donc, même si nous observons des différences entre les utilisations des filles et des garçons, il est intéressant de noter que de nombreuses similitudes apparaissent dans la construction de leur rapport au numérique, et il sera pertinent maintenant d'explorer comment ces représentations, qui se créent dans un premier temps au sein de la famille, interagissent avec le monde scolaire et évoluent selon l'âge. Et j'espère vous en dire un petit peu plus dans quelques temps. Merci pour votre attention. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Anaëve Elmlinger et je réalise ma thèse au sein de l'équipe Trajectoire au Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Cette thèse est supervisée par Rawan Sharafeddine et Jean-Baptiste Van der Helst. Et puis il y a toute une autre équipe de chercheurs et de chercheuses qui contribuent à ces travaux, dont certaines vont vous présenter aussi leurs travaux par la suite. Donc finalement, là, il y a 3 petites conférences qui vont s'enchaîner et puis se répondre un peu entre elles. Donc n'hésitez pas à rester à l'ensemble de ces conférences. Ce travail s'articule autour d'une ANR qui s'appelle Child Gap et qui s'intéresse à la représentation du pouvoir et du genre chez l'enfant. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'une étude où on s'intéresse à l'attribution du genre au pouvoir dans des situations de pouvoir altruiste, égoïste et égalitaire. Vous n'êtes sans doute pas sans savoir que partout de par le monde, il y a des inégalités entre les hommes et les femmes. Ce sont des inégalités d'accès à des ressources, des inégalités de droits, des inégalités d'espace, de parole. Toutes ces inégalités, elles vont se... Finalement, quand on va parler du genre, on va s'intéresser à cette notion-là de hiérarchie entre les hommes et les femmes. Et nous, on se demande finalement, est-ce que les enfants, ils ont déjà conscience qu'il y a une hiérarchie entre les hommes et les femmes? Et comment ça peut débuter pendant l'enfance? Donc comment ces inégalités, elles prennent racine pendant l'enfance?
Et quelle représentation se font les enfants? Quelle représentation du pouvoir genré? Alors tout d'abord, la première question qu'on va se poser dans le contexte théorique, c'est quelle représentation déjà du pouvoir chez les enfants? Alors finalement, la représentation du pouvoir, ça émerge très très tôt chez l'être humain. Déjà chez le bébé, des indices d'identification du pouvoir, ça va être la taille d'un individu, mais aussi la taille du groupe et l'accès aux ressources. À 15 mois, un enfant s'attend à ce qu'un individu qui a des ressources, qui a plus de ressources, soit aussi l'individu qui va s'imposer dans un conflit de territoire, par exemple. Et puis, chez l'enfant un peu plus grand, à l'âge préscolaire, il y a tout un tas d'indices. Là, je vais vous en citer quelques-uns. Par exemple, la posture. Le fait d'avoir une posture droite, la tête haute, ça va plutôt faire référence au pouvoir, tandis qu'une posture avachie, la tête baissée, ça fera plutôt référence à la subordination. Ensuite, le fait d'avoir une voix plus grave sera aussi un indice utilisé, ou encore le fait d'agir de manière antisociale. Le fait d'être moins sympathique, c'est plus associé au fait d'être un chef. Alors, les enfants, ils sont sensibles à plein d'indices, mais finalement, est-ce que, avec leur sensibilité précoce à de nombreuses catégories, est-ce qu'ils sont sensibles au fait qu'il y a plus d'hommes qui commandent? Est-ce qu'ils associent le pouvoir au genre masculin? Alors pour ça, je vais vous présenter plusieurs études qui ont été faites. C'est vraiment des études très récentes, il y a vraiment un engouement depuis quelques années. Et dans ces études, on va retrouver deux types de méthodologies. Alors, certaines études vont plutôt proposer des stimuli où on voit le genre des enfants, et à partir du genre, on va demander d'inférer qui c'est qui a le pouvoir. Ou alors, à l'inverse, on va montrer le pouvoir et on demande à l'enfant qui est le garçon ou qui est la fille dans l'histoire. Parmi ces études, par exemple, il y a une tâche d'élection de classe. Alors, comment ça se passe? On raconte aux enfants qu'aujourd'hui, parmi tout plein de photos d'enfants, il y aura un élève qui va être élu chef de classe, et on demande à l'enfant qui c'est qui va être élu selon lui. Donc il montre parmi plein de photos. Et à 5-6 ans, les enfants ils vont désigner plutôt leur genre comme délégué de classe. Mais à 9-10 ans, les filles et les garçons vont plutôt s'attendre à ce que ce soit un garçon qui soit élu. Une autre étude faite en 2020 montre deux marionnettes, une marionnette fille, une marionnette garçon, à un enfant. Ensuite, on cache les marionnettes, et là, on entend l'interaction entre les deux marionnettes. Les deux veulent jouer ensemble, mais les marionnettes sont pas d'accord sur quel jeu. Et c'est une marionnette qui va imposer ses jeux à l'autre marionnette. Et puis, hop, on remonte les marionnettes à l'enfant, et on lui dit, bon alors, à ton avis, parmi ces deux marionnettes, c'est qui avait décidé les jeux, qui c'est qui n'avait pas décidé les jeux? Et donc là, ce qu'on voit au niveau des résultats, c'est que les garçons vont plutôt vont majoritairement montrer la marionnette garçon comme la marionnette qui a imposé ses jeux à 4-5 ans. Et à 4-5 ans, les filles sont plutôt au hasard, elles ne montrent pas de préférence. Une dernière étude, faite très récemment, on montre aux enfants une corde, une échelle, et on dit plus on est haut dans l'échelle, plus on a le droit de choisir les jeux, le droit de choisir le goûter, on a aussi plus de jouets et plus d'habits. Tiens, est-ce que sur cette échelle, tu peux mettre une fille et un garçon? Et dans cette étude, les garçons vont mettre les garçons plus haut que les filles. Les filles, quant à elles, les plus jeunes, à 3 ans et demi, 4 ans, elles sont plutôt au hasard. Et plus elles grandissent, donc là, cette étude s'arrête avant 7 ans, mais plus elles grandissent, plus elles mettent le garçon haut dans l'échelle par rapport à la fille. Donc finalement, dans ces différentes études, on va avoir une attribution qui va être faite entre le pouvoir et le genre masculin, qui sera d'autant plus présente si l'enfant est un garçon, et d'autant plus présente si l'enfant est plus âgé. Une autre étude maintenant, où là, vous voyez, c'est l'inverse, on a des stimuli qui sont plutôt neutres, on n'a pas le genre, mais on a des postures. Et on a fait cette étude, le reste de mon équipe a fait cette étude en 2020, avec des enfants de 3 cultures différentes, 550 enfants âgés de 3 à 7 ans. Et on dit que dans cette histoire, il y a un enfant qui dit « c'est moi qui commande, tu dois faire tout ce que je veux », et un autre enfant qui répond « bon d'accord, je fais tout ce que tu veux ». Et puis, on demande aux enfants qui dit quoi, donc faire l'association entre la posture et le pouvoir, c'est très facile. À 3 ans, ils y arrivent déjà. Et ensuite, bien sûr, la question, alors en fait, dans cette histoire, il y a une fille et un garçon.
À ton avis, c'est qui la fille? À ton avis, c'est qui le garçon? Est-ce que vous avez peut-être des pronostics de qu'est-ce que répondent les enfants dans ces 3 pays? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Dans l'équipe, on se disait qu'il y aurait peut-être une différence selon le pays dans lequel on fait l'étude, puisque le Liban est un pays où il y a plus d'inégalités entre les genres, et la Norvège serait un pays où il y aurait moins d'inégalités entre les genres. Et en fait, à partir de 4 ans, dans les 3 pays, on retrouve 70% des enfants qui associent le personnage dominant au genre masculin. Puis ça continue après à 5 ans, 6 ans, et on n'a finalement pas d'effet de la culture, et on n'a pas non plus d'effet du genre de l'enfant. Alors on a vu que quand on veut évaluer cette association entre le genre et le pouvoir, on peut utiliser différents types de stimuli, donc soit genrés, soit non genrés. La deuxième manière dont on pourrait aussi évaluer le pouvoir, ça serait de s'intéresser à la manière dont il est exercé. Là, par exemple, c'est quand même un pouvoir qui est plutôt antisocial, c'est-à-dire que celui qui commande, c'est pour son propre intérêt, et en plus, on est dans une posture physique. Dans la vie quotidienne, quand on commande à un enfant, quand on lui demande de faire quelque chose, souvent c'est pour son bien, c'est dans son intérêt. Il fait très très chaud, peut-être que tu peux mettre ta casquette. On lui demande un ordre, mais on fait ça pour son bien, dans son propre intérêt. Et peut-être que cette forme de pouvoir-là, elle serait moins masculine qu'une forme de pouvoir plus antisociale. Et en fait, ça a été exactement ça notre question. On a différencié différents types de pouvoir, de manière d'exercer le pouvoir. Donc, un pouvoir antisocial, égoïste, dans l'intérêt du dominant, versus des pouvoirs plus prosociaux, dans l'intérêt soit de tout le groupe, soit dans l'intérêt du subordonné. Chez les adultes, on sait bien que ce qui est antisocial, c'est plutôt rattaché au genre masculin, et ce qui est prosocial, au genre féminin. On peut penser au care, par exemple. Mais qu'est-ce qu'en pensent les enfants? Est-ce que les enfants font déjà cette association entre antisocial et genre masculin, prosocial, genre féminin? Alors, que nous dit la littérature? Déjà dans les années 70-80, si on demandait d'attribuer des caractéristiques comme dominant, cruel, agressif à un genre, à 5 ans, les enfants associent ces caractéristiques antisociales au genre masculin. Et à l'inverse, des caractéristiques prosociales comme le fait d'être gentil, douce, ça va être attribué déjà à 5 ans au genre féminin. D'autres études plus récentes, par exemple, des comportements négatifs rapportés à des enfants sont vus comme plus négatifs si on leur dit que celui qui a fait le comportement est un garçon. Une autre étude de 2014, les enfants s'attendent à ce qu'il y ait des attitudes plus prosociales quand ils sont faits par des filles que quand ces comportements sont faits par des garçons. Et ça déjà à 3-4 ans. Donc on voit que les stéréotypes de genre sont présents déjà très tôt dans ces études-là. Et donc nous, notre grande question dans cette étude, c'est: est-ce qu'un pouvoir exercé de manière prosociale est perçu comme moins masculin qu'un pouvoir antisocial? Alors, 2 hypothèses. La première, quelle que soit la manière dont est exercé le pouvoir, les enfants vont associer le pouvoir au genre masculin. Peut-être que dans tous les cas, on aura cette association. Ou alors, peut-être que lorsque le pouvoir est exercé de manière prosociale, les enfants vont moins associer le pouvoir au genre masculin. Alors, qu'est-ce qu'on a fait comme méthode? On est allé voir 358 enfants qui étaient âgés de 4 ans jusqu'à 9 ans. La moitié étaient des filles, l'autre moitié des garçons. Cette étude a été menée dans la région de Lyon, dans des écoles avec des enfants de différents milieux socio-économiques. On a conçu 2 tâches. La première, on a demandé aux enfants d'associer le genre au pouvoir dans des situations plus ou moins antisociales ou prosociales. La seconde tâche, on a vérifié que les enfants de notre groupe avaient bien les stéréotypes de genre, et notamment les stéréotypes de prosocialité et d'antisocialité. Pour la première tâche, on a raconté 3 histoires aux enfants, et dans chaque histoire, il y avait une ressource de jeu, de territoire ou alimentaire. Et en fait, dans chaque histoire, les 2 enfants avaient très envie d'avoir la ressource en question. Chaque histoire pouvait se terminer avec une issue différente. Soit la personne qui commandait allait garder la ressource pour elle, soit la donner complètement à l'autre,
soit la partager en deux. Au niveau du dialogue, par exemple, pour vous rendre ça plus explicite, donc on dit à l'enfant, tu vois là, il y a 2 enfants qui se promènent en montagne et ils ont un peu faim. Tout à coup, ils trouvent une banane et cet enfant-là va prendre la banane. Bien sûr, il n'y a pas encore cette image-là. Il prend la banane et cet enfant dit, c'est moi qui commande, c'est moi qui décide qui va manger la banane. La banane, c'est pour tous les deux, on a tous les deux envie de la banane. Et l'autre enfant répond, d'accord, c'est toi qui commandes, c'est toi qui décides, la banane, c'est pour tous les deux. Et hop, l'enfant partage la banane et la distribue équitablement dans la condition égalitaire. Donc on a décliné ça sur 3 histoires. Bien sûr, vous l'avez vu venir, la question qu'on pose ensuite aux enfants. À ton avis, c'est qui la fille? C'est qui le garçon? Avant de voir les résultats, je vous présente la deuxième tâche. Cette tâche, du coup, avait pour but de vérifier que les enfants connaissaient bien les stéréotypes de genre, pour bien s'assurer que ces stéréotypes étaient présents dans notre population. Et pour cette tâche-là, pour que les enfants puissent se désengager de est-ce qu'ils adhèrent ou non aux stéréotypes individuellement, personnellement, on leur disait que là, aujourd'hui, c'était un jour spécial pour la classe car il y allait avoir un spectacle et que une personne, un adulte, allait distribuer des rôles. Et cet adulte-là pensait qu'il y avait des rôles pour les filles et des rôles pour les garçons. L'enfant, lui, sa mission, c'était de savoir à quel genre l'adulte allait donner différents rôles. Donc il y avait des rôles prosociaux, des rôles antisociaux et d'autres stéréotypes de genre. Les résultats à présent. Pour la première tâche, si on regarde dans tous les essais, à tous les âges, 58% des enfants associaient le genre masculin au personnage qui commandait. Dans cette étude, il n'y a pas d'effet d'âge de l'enfant. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a un effet du genre de l'enfant? Et donc là, on voit les participants garçons, là les participants filles, et on voit bien que les résultats sont similaires, il n'y avait pas de différence du genre de l'enfant. Nous avons également conduit des statistiques bayésiennes pour vérifier qu'il n'y avait pas d'effet, mais ces statistiques sont toujours allées dans ce sens-là, donc pas d'effet du genre de l'enfant. Et puis maintenant, le résultat tant attendu, y a-t-il un effet de la condition? Et là, du coup, pas d'effet de la condition non plus, donc finalement, qu'on soit en situation altruiste, égoïste ou de partage égalitaire, les enfants étaient autant susceptibles d'associer le pouvoir au genre masculin. Là encore, on a voulu conduire des statistiques bayésiennes pour avoir plus de robustesse dans nos résultats, et encore une fois, il n'y a pas d'effet de la condition même en bayésien. Donc tout ça est confirmé dans notre tâche. La seconde tâche qu'on a faite, du coup, c'était la tâche de stéréotype de genre. Et là, on voit quand même que plus les enfants grandissent, plus ils connaissent les différents stéréotypes qu'on leur a proposés. Et notamment, du coup, les stéréotypes de prosocialité, ils étaient effectivement bien connus comme étant féminins, et ceux d'antisocialité comme étant masculins. Quand on compare les réponses des enfants entre la première tâche et la deuxième tâche, on se rend compte que plus les enfants connaissent les stéréotypes de genre, plus ils associent le genre masculin au personnage qui commande, et ce, quelle que soit la condition. Finalement, pour notre première hypothèse, on peut se dire que quelle que soit la manière dont est exercé le pouvoir, les enfants vont associer le pouvoir au genre masculin. Et ça se fait sans effet du genre de l'enfant, et ça se fait aussi sans effet de l'âge. Par contre, la connaissance des stéréotypes, elle augmente bien avec l'âge, et pour autant, connaître les stéréotypes de genre ne fait pas associer plus le pouvoir prosocial au genre féminin. Au contraire. On pourrait maintenant aller s'interroger qu'est-ce qui se passerait si nos stimuli n'étaient pas des personnages enfantins, mais si on disait aux enfants que ce sont des adultes, puisque finalement, au quotidien, les inégalités entre les genres, elles se passent entre des adultes. Donc ça, c'est une étude qui pourrait être conduite à présent. Pour terminer, on a vu qu'il y avait une sensibilité des enfants aux inégalités de pouvoir entre les genres qui se fait de manière précoce et qui est stable au cours du développement. Elle est indépendante de la manière dont est exercé le pouvoir. Une autre question qui se pose et qui nous habite dans l'équipe maintenant, c'est de se demander comment les enfants, et notamment comment les filles, se projettent dans les relations de pouvoir. Et notamment dans des relations de pouvoir qui impliqueraient un autre genre. Merci pour votre écoute.